Donc, il y a 10 ans, c'était vraiment un marché de niche. Euh, et c'était vraiment des gens très pionniers et très engagés qu'on pouvait trouver sur le sujet. Et puis petit à petit, en 10 ans, on a vraiment vu les choses évoluer, une professionnalisation des métiers, le fait aussi qu'il y ait beaucoup plus d'opportunités et le fait aussi qu'on puisse vraiment y faire carrière. Ce qui vraiment aujourd'hui est très chouette, c'est que il y a 10 ans, souvent les gens qui se positionnaient sur ces métiers, c'est des gens qui faisaient aussi une croix sur des augmentations de salaire ou sur des augmentations de postes. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les candidats sont beaucoup plus exigeants et c'est très bien. Et il y a beaucoup plus d'opportunités. Après, je dirais, moi, j'ai vu un premier gros changement en 2016. 2016, ça correspond à quoi? Il y a eu les accords de Paris suite à la COP 21 fin 2015. Ça s'est traduit dans les législations. Le monde de la finance a énormément poussé les choses, qui fait que là, on a vu quand même un certain nombre de nouveaux métiers se créer dans plein de secteurs, mais vraiment poussés par la finance. Après, il y a eu l'année 2019. Alors, pour moi, l'année 2019, enfin, je dis pour moi, mais pour tous mes confrères et consoeurs qui sont dans le développement durable, ça a été une année de la bascule, une année de dingue. C'est-à-dire que on ne pouvait plus ouvrir un magazine, allumer une télé, une radio classique sans qu'on parle de plastique, de raison d'être, même d'économie circulaire. Alors, il y a eu les feux en Australie, il y a eu la loi Pacte, il y a eu le réveil écologique aussi, le manifeste du réveil écologique des étudiants des grandes écoles et universités. Enfin, vraiment tout un truc poussé par la société civile qui fait que ça s'est traduit dans des postes, dans des missions pour les cabinets de conseil. Alors, par exemple, nous, Burdeo, on a doublé notre chiffre d'affaires en 2019, mais on n'est pas les seuls. Hein. Il s'est vraiment passé un truc de dingue. Un autre signal intéressant, c'est que moi, depuis le début, avec Burdeo, je proposais des freelances, donc des gens extrêmement experts sur un sujet, de la RSE ou du développement durable, de l'impact positif. Et en général, les clients me disaient oui, c'est super, ah, mais finalement, on va faire ça en interne parce qu'il n'y avait pas de budget pour des sujets qui étaient jugés aussi peu stratégiques. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que vraiment les sujets sont remontés dans la stratégie des entreprises. Donc, il y a des budgets, donc c'est des sujets qui sont importants. Un autre faisceau intéressant, c'est que autant il y a 10 ans, les postes qu'il y avait, c'était quelques postes dans des directions RSE, quelques postes en finance. Là, aujourd'hui, alors on en parlera un peu plus loin, je pense, mais on peut en trouver dans beaucoup d'autres directions, donc des postes avec des doubles casquettes, ou alors dans des entreprises qu'on appelle Bicorp ou sociétés à mission. Par rapport à 2020, parce qu'il y a quand même une question. C'est vrai que cette année, elle est particulière et en aucun cas, je me permettrai de dire que j'ai une boule de cristal et que je sais ce qui va se passer. Mais en tout cas, ce qu'on a vu, c'est que il n'y a pas eu d'arrêt total sur ces sujets. Ça a continué, même pendant le premier confinement. Même si ça s'est ralenti, bien sûr. Hein. Là, cette espèce de deuxième confinement, ce qu'on constate, c'est que rien ne s'est ralenti. Et on est toujours, et mes collègues qui ont des cabinets de conseil aussi, énormément interrogés sur les questions de raison d'être, d'économie circulaire et la finance responsable. Et de toute façon, si la finance, les opportunités continuent, c'est que de toute façon, c'est vraiment une lame de fond. Après, par rapport au secteur de la cosmétique et du parfum plus spécifiquement, c'est un secteur qui s'y est mis quand même il y a relativement quelques temps et il y a vraiment une lame de fond qui fait que ça continue. Voilà.
Oui, c'est vrai, tu as raison sur les parfums et cosmétiques. On a à la fois des très grands groupes qui se sont mis à la sustainability il y a déjà quelques Oui. années. Juste l'exemple de L'Oréal, par exemple, qui est en train de démarrer sa deuxième phase d'engagement RSE et qui a des chiffres, enfin, je regarde mes notes, mais sur les émissions de CO2, ils sont à moins 78% par rapport à 2005, avec une production qui a augmenté de plus d'un tiers. Donc, c'est juste un chiffre comme ça, mais donc ils sont vraiment très, très engagés. Donc, on a des très grands groupes. Et puis, on a aussi des petites marques start-up qui se sont lancées ou qui sont en train de se lancer récemment. Et on pense notamment à PH Fragrance, qui était d'ailleurs un des finalistes du prix d'innovation responsable, dont la fondatrice a vraiment créé la marque sur des ingrédients très responsables, à la fois naturels et synthétiques, éthiques, responsables. Donc c'est vrai qu'effectivement, en parfum et cosmétique, on a à la fois les grands groupes, les marques existantes depuis très longtemps, hein, Guerlain aussi qui est très très engagé sur le sujet, et des nouvelles marques, ce qui fait que vraiment, il y a, comme tu dis, il y a une lame de fond aussi dans ce secteur. Et alors justement, dans ce secteur, Caroline, où est-ce qu'il y a des postes? Alors, comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, trop souvent, on se limite en se disant que là où il y a des postes, ça va être dans des directions RSE. Il n'y a pas seulement. Alors déjà, si on prend les entreprises classiques qui pour autant, notamment dans le secteur de la cosmétique, sont vraiment en train de se transformer, hein. Bien sûr, on va trouver des postes dans les directions RSE, mais de plus en plus, on va trouver des postes à double casquette. Par exemple, au niveau du sourcing, au niveau des achats. Donc, ça va être sourcing plus RSE, achat plus RSE. Comme achat responsable, par exemple. Achat responsable, exactement. Je crois que vous D'accord. avez un taux que vous allez en Le avoir. talk est la semaine prochaine. Ouais. D'accord, ok. Il y a des postes aussi de plus en plus dans le marketing responsable. Alors ça, c'est intéressant parce que aujourd'hui, il y a très, très peu de gens qui sont formés au marketing responsable. Donc, si vous avez la chance de pouvoir développer des compétences là-dessus, ça va vraiment vous ouvrir plein de portes. Et puis, bien sûr, tous les métiers autour du packaging, de l'éco-conception, de l'économie circulaire, où ça, c'est des concepts que vous pouvez essayer d'appliquer dans vos métiers de tous les jours. Donc ça, c'est une chose, c'est les entreprises classiques. Après, un autre endroit où on va trouver énormément de postes liés à ce sujet, beaucoup pour les jeunes diplômés d'ailleurs, c'est dans le secteur du conseil. Donc le conseil spécialisé, RSE, économie circulaire, impact positif. Après, il y a aussi des postes qui peuvent être intéressants dans les ONG. De plus en plus, les ONG, les associations qui font du dialogue partie prenante avec les entreprises vont rechercher des profils qui sont capables de parler à des entreprises. Mais de la même façon que de plus en plus, on voit des entreprises qui vont aller chercher des profils qui ont une expérience en ONG sur le terrain. Ah oui. Ça leur apporte quelque chose et c'est constructif. Après, à mon sens, là où aujourd'hui il y a un réservoir mais inépuisable de postes, ce sont dans les entreprises qui vont se positionner et vraiment travailler sur ce qu'on appelle leur raison d'être, sur à quoi elles servent dans ce monde et qui vont un cran plus loin en se faisant labelliser par exemple Bicorp. Alors, Bicorp, c'est un label international dans lequel le claim, c'est on s'engage en tant qu'entreprise à ne pas être les meilleurs du monde, mais les meilleurs pour le monde. Donc, c'est un label et il faut avoir un certain nombre de points sur lesquels on a un impact positif au niveau social et ou environnemental pour pouvoir avoir ce label. Ouais. C'est D'ailleurs, pardon Caroline, en parfum et cosmétique, il y a quelques marques qui ont ce label, très oui, peu aujourd'hui. Et je crois que la dernière en date qui vient de publier sur le sujet, c'est la marque Aesop, la marque australienne. Voilà, mais il y a très peu de marques en parfum et cosmétique aujourd'hui qui ont ce label. Mais je crois qu'il y en a un certain nombre qui travaillent dessus, et notamment des fournisseurs. Je crois que Firmenich, justement, quand on avait la semaine dernière s'y en intéresse. talk, a publié sur LinkedIn il y a peu de temps le fait qu'ils sont en train d'y travailler et que voilà, un jour ils vont y parvenir. Il y a Expansiance qui est en France et qui est Oui, labellisé Bicorp. absolument, ouais.
En fait, ce qui est intéressant avec Bicorp, c'est qu'à la fois, il y a des petites entreprises, des startups très innovantes, mais il y a aussi de plus en plus de grands groupes qui s'intéressent à ce label. Il y a il y a une autre association qui est vraiment intéressante en France, c'est les sociétés à mission. De par la loi Pacte, qui est passée en 2019, donc il y a plein de choses dans la loi Pacte et loin de moi l'idée de vouloir vous faire un résumé, mais en tout cas il y a une partie qui permet aux entreprises de pouvoir inscrire dans leur statut un engagement au niveau social et environnemental avec des parties prenantes qui vont vérifier que la mission est bien respectée et évolue. Ouais. Et ces entreprises-là, alors il y a Danone qui est en train de passer société à mission, donc ça entraîne vraiment aussi tout un pan du secteur et des grandes entreprises. Chez nous, je crois que c'est le groupe Rocher qui a déclaré être entreprise à mission depuis quelques mois. D'accord. Ouais. Chez nous, les parfums et cosmétiques. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça dit sur le recrutement responsable? Oui. Que ces maisons s'engagent davantage? Alors, en fait, ces entreprises-là, ce que ça veut dire, c'est qu'elles vont avoir besoin de profils pour faire des métiers classiques, du marketing, des achats, de la communication, de la finance. Mais pour que leur mission puisse fonctionner, il faut que ces profils soient capables d'avoir une excellente, enfin de porter les valeurs, bien sûr, ça c'est une première chose. C'est une première chose, mais ça ne suffit pas. Et il faut être capable aussi d'avoir une excellente culture générale de la RSE et de comprendre comment développer, comment conduire le changement sur ces sujets-là. En fait, moi, ce que j'ai, parce que ce qu'on a remarqué depuis 10 ans, c'est que pour que ça fonctionne, parce que c'est des métiers qui sont passionnants, fascinants, on travaille pour un truc plus grand que soi et ça c'est formidable, mais c'est difficile, c'est plus difficile parce qu'on a plus de contraintes, parce qu'on a plus de gens à convaincre. Donc on ne peut pas s'improviser comme ça, expert sur ces sujets, il ne suffit pas de manger bio et de faire du vélo. Donc, ce qu'on a constaté, c'est qu'il faut avoir la bonne attitude. Moi, ce que me disent les clients souvent, c'est « Attention, moi, je veux quelqu'un d'engagé, mais je ne veux pas un militant. » Alors, il peut être militant à côté, bien sûr, mais il faut être capable de démontrer la valeur ajoutée que la RSE, le développement durable, va apporter dans ce qu'on fait. Et ça, c'est vraiment important. Il faut extrêmement bien comprendre les entreprises, comprendre comment ça fonctionne. Donc, il faut avoir une culture business quand même assez importante. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait que de l'ONG mais qui ne comprend pas une entreprise, il a un manque. Donc, il doit aussi pallier ce manque. Il faut avoir une excellente culture générale de la RSE, les ODD par exemple, donc les objectifs du développement durable, comprendre les interactions qu'il y a entre eux. Et même si on ne peut pas être expert de tous les sujets, comme les choses évoluent énormément, il faut se tenir au courant et faire de la veille. C'est dans les 3 règles d'or là, que je vois sur l'écran. Il faut développer son réseau parce que les choses vont plus vite quand on sait qui s'occupe de quoi chez ses concurrents, chez ses parties prenantes. Et je dirais que c'est quand même un secteur où c'est assez facile de développer son réseau parce que c'est quand même un secteur hyper ouvert. Enfin, globalement, plus il y a de gens qui ont envie de faire avancer les choses, mieux c'est pour tout le monde. Donc, comment développer son réseau ? C'est déjà regarder dans les anciens de son école, de son université, s'il y a des clubs RSE au niveau métier. Enfin, voilà, ce que vous faites, c'est l'exemple parfait et formidable. Après, j'ai vu hier, là, oui, Amélie, j'ai vu hier, il y a une initiative qui s'appelle Alumni pour la transition. Alors, vous savez, vous avez les jeunes qui sont
en train de faire des études, les étudiants qui ont créé le manifeste pour un réveil écologique, là, il y a un peu le pendant pour les alumni. Donc, ce sont des gens qui sont diplômés d'universités, de grandes écoles, qui s'engagent dans leurs entreprises à agir au jour le jour pour le climat. Je pense que ça, c'est aussi une façon de développer son réseau qui est assez simple et plutôt formidable. Il faut savoir conduire le changement et gérer des projets transverses. Ça, c'est vraiment la base parce que c'est beaucoup de changements qui impliquent tout le monde. Et puis après, au niveau des qualités personnelles qu'il faut, il faut du courage, il faut de la ténacité, il faut être diplomate. Courage et ténacité, parce que même si sur le papier, c'est très beau, etc., ce que vous faites, la plupart du temps, quand vous proposez quelque chose, on commence à vous dire non. Donc, il faut revenir à la charge. Et ça, c'est vraiment important de comprendre que de toute façon, ça va être difficile. Il ne faut pas lâcher l'affaire et il faut avoir des capacités de conviction très fortes parce que vous passez votre temps à essayer de convaincre tout le monde. D'accord, merci Caroline. Donc là sur le réseau, notamment, tu as davantage parlé peut-être de ce que peuvent faire les jeunes diplômés. Enfin, quoique d'ailleurs, c'est applicable à tout le monde. Mais est-ce qu'il y a une spécificité pour les personnes expérimentées ou très seniors qui voudraient se reconvertir en RSE? Alors, le réseau, je dirais même que c'est en général plus facile de faire du réseau quand on est déjà expérimenté. Parce qu'on a déjà des réseaux professionnels, on est plus à l'aise, etc. Et par exemple, là, je vous parle de ce réseau Alumni pour la transition. Alors, je ne connais pas bien, j'en ai entendu parler hier, c'est assez récent, mais c'est typiquement quelque chose pour les gens qui sont en transition. Quand on parle des clubs RSE, des anciens d'école et d'université, c'est typiquement quelque chose pour les gens qui sont en transition. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter. Par exemple, il y a un club RSE, je ne sais pas, à Nanterre. Même si vous n'avez pas fait Nanterre, en général, vous êtes quand même très bien accueillis dans ces clubs. Donc, il faut oser. Exactement. Ouais. Quel que soit son âge, finalement. Ah ben, complètement. Ouais. Et je dirais, l'autre chose importante quand on est en transition, c'est s'appuyer sur son métier de base et sa première partie de carrière. Moi, j'ai trop de gens qui me disent j'ai fait une formation en RSE, je suis généraliste de la RSE. Non, vous avez 40 ans, vous avez 15 ans d'expérience professionnelle avant sur un secteur, sur un métier. Il faut s'appuyer là-dessus pour commencer sa transition. Changer de métier. En plus, qu'on cherche un peu des experts à deux têtes. Bien sûr, bien sûr. Donc, il faut absolument s'appuyer sur son expertise. Tout à fait. C'est vrai que quand on est dans la recherche, le nez dans le guidon, c'est pas évident d'avoir ce recul. Et je vous parlais du marketing responsable, par exemple. Il est évident que le marketing responsable, quand on a fait du marketing classique avant, une fois qu'on a compris alors, faut basculer, il y a un shift différent. Mais une fois qu'on a compris ça, on sera beaucoup plus pertinent que quelqu'un qui n'a jamais fait de marketing. Oui, d'accord. Oui, donc ne pas jeter à la poubelle ces 15 premières années d'expérience. Surtout pas, surtout pas. Surtout pas. D'accord, super. Merci Caroline. Alors, on a reçu beaucoup de questions pendant que tu parlais. Alors, une première, c'est une question d'une future diplômée d'un master en management durable. Et qui dit qu'elle a du mal à comprendre la structure des services RSE parce que pour l'instant, là où elle cherche, les offres d'emploi, c'est surtout des stages ou des alternances ou des missions courtes. Alors, elle se demande finalement si sa chance principale, ce ne serait pas le conseil. Et où chercher? Oui. Comme je disais tout à l'heure, alors déjà les directions RSE, il y en a à peu près... Il y a à peu près autant de formes différentes qu'il y a d'entreprises. Il y a des postes en alternance, etc. Mais il y en a aussi pour les jeunes diplômés. Après, ne pas hésiter selon la formation initiale de cette personne ou ses appétences, peut-être aller voir d'autres départements, à se renseigner sur les entreprises qui sont Bicorp, qui sont sociétés à mission, qui cherchent aussi des jeunes plein d'énergie,
qui apporte… Sur le site de Burdeo aussi. Voilà, c'est ça. Ah bah oui, bien sûr. Qui apporte ce… Quand on est jeune diplômé et qu'on a fait de la RSE, non seulement on apporte un dynamisme, une fraîcheur, mais surtout aussi un état d'esprit et des compétences qu'il n'y a pas forcément dans l'entreprise. Donc, c'est bien de le savoir et vraiment de le mettre en… Donc, en fait, toutes ces entreprises puissent le conseil. Pardon. Oui, pardon. Ce que tu dis, si je comprends bien, c'est qu'il faut essayer de ne pas se cantonner au service RSE, au département RSE qui recrute, mais plutôt se dire dans quelle entreprise j'aurais envie de travailler, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises engagées aujourd'hui et je pourrais travailler dans tel ou tel département selon mon profil. Je ne suis pas obligée de travailler dans un département RSE. Tout à fait. C'est ça. Et puis, il reste le conseil aussi pour les jeunes diplômés. D'accord. Ok. Et donc, regardez aussi sur le site de Burdeo, bien sûr, toutes les missions, comme dit Amélie. Alors, juste une précision. Burdeo, nous, c'est rare qu'on ait des offres pour les jeunes diplômés, puisque en général, quand une entreprise passe par un cabinet de recrutement, c'est pour avoir des gens confirmés. Voilà. Oui, d'accord. Ok. Mais il y a du potentiel pour les jeunes diplômés, hein, ça c'est très clair. D'accord. J'ai une question sur une personne qui a de l'expérience, une quinzaine d'années d'expérience en finance et qui a très envie de se reconvertir en impact investing, finance verte. Est-ce qu'il y a une formation en particulier qui aide à cette transition? Alors, il commence à y avoir des formations spécialisées en finance verte. Il y a Novetic notamment qui en propose. Il y a Commerce Kedge. Et après, je pense qu'il doit y avoir peut-être un ou deux MOOC. Un ou deux MOOC, oui, d'accord. Novetic, Kedge, déjà aller creuser. Oui, d'accord. Parce que toi, ce que tu as constaté ces derniers mois, cette année, c'est qu'il y a vraiment une montée en puissance de la finance verte actuellement. Oui. Hein, et une augmentation du nombre de postes aussi dans ces métiers-là. Oui, et je pense que pour les gens qui sont déjà dans la finance, enfin, notamment cette personne depuis 20 ans, il y a des opportunités, formidables pour aller vers de la finance d'impact, parce que bien comprendre les mécanismes financiers, c'est vraiment la base en fait. Donc, le côté impact, je ne vais pas dire que c'est du vernis, mais ça va être plus facile. D'accord. Okay. Amélie, je crois qu'on a d'autres questions sur le chat. Vas-y. Alors, j'y vais. Je suis à l'autre bout avec 20 ans d'expérience commercial marketing. Comment apporter cette nouvelle corde à mon arc? Comme je disais tout à l'heure, s'appuyer sur l'expérience commerciale marketing, plus probablement les différents secteurs d'activité. Après, c'est bien de faire une petite formation en RSE. Donc, il n'y a pas forcément besoin de faire des formations longues. Il y en a, par exemple, il y a les masterclass MR21, c'est des formations courtes. L'Institut des futurs souhaitables aussi. Oui. Ça vous donne une culture générale et ça vous explique où creuser après. Alors, il y a une formation en ligne aussi qui est pas mal pour ceux qui parlent anglais, c'est celle de Cambridge qui donne aussi une petite vue internationale. Donc, déjà, commencer par une petite formation, faire de la veille. En participant à vos différents talks, c'est très clair. S'inscrire à des newsletters comme Novetic, YouMatter, aller aux différents salons, enfin quand on peut, quand ils seront réouverts. L'année prochaine. Voilà, c'est ça. Il y a notamment ProDurable, qui est vraiment le salon qui rassemble tout le monde. Il y a Change Now maintenant aussi. Et puis, développer ses réseaux professionnels. Par exemple, marketing commercial, je sais qu'il y a l'ADTEM, qui est une association marketing. Il y a un club aussi qui s'intéresse plus à la RSE au sein de cette association professionnelle. D'accord. Bon. De toute façon, on va transmettre sur la page LinkedIn de l'association le petit guide qu'on nous a envoyé avec les livres à lire, les sites à aller voir pour s'informer, comme ça. Parce que tout le monde…
En gros, on a bien compris, il y a beaucoup de copains qui nous regardent, qui font 20 ans d'expérience, qui ont envie de s'engager davantage dans la RSE, mais qui sont un peu paumés. Donc, on vous enverra, on va mettre sur la page LinkedIn tous les liens pour que vous y retrouver et trouver de l'information. Et d'ailleurs, si je peux apporter sur le livre qui est ici, Comment faire carrière dans les métiers de la RSE, que Caroline a écrit il y a à peu près 2 ans. Moi, j'avoue, ça a été mon livre de chevet quand je me suis reconvertie moi-même. Merci, Lise. Voilà, donc je l'ai dans ma bibliothèque. Il est précieux, il est à la fois intéressant pour les jeunes diplômés et pour les professionnels en reconversion, parce qu'il donne vraiment des clés, et des clés un peu différentes, évidemment, puisque les profils sont différents. Donc, vraiment, n'hésitez pas à acheter ce livre si vous avez. C'est pas pour faire ta pub, Caroline, c'est juste moi, il m'a beaucoup aidé. Donc, voilà. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question, Amélie? Oui, il y a 5 minutes. Allez. Quelles sont les entreprises de beauté qui recrutent le plus selon vous en ce moment sur la RSE et le marketing à impact? Alors là, comme ça, je ne saurais pas forcément répondre. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a une entreprise qui commence vraiment à se transformer et donc qui va forcément entraîner tout le secteur, c'est L'Oréal. Et notamment L'Oréal, ce qui est intéressant maintenant, c'est que dans l'évaluation de leur cadre, ils leur demandent d'avoir 2 connaissances transverses, une qui est sur le digital et une autre qui est sur la RSE. Et ça, l'air de rien, c'est énorme. Exactement. À partir du moment où ça rentre dans les KPI, donc dans l'évaluation, ça veut dire que le mindset de la boîte est en train de changer. Et ça, c'est énorme. Oui, tout à fait. Donc L'Oréal, mais plein d'autres entreprises. Oui, bien sûr. Enfin, je prends cet exemple parce qu'ils ont quand même une partie importante sur le marché. Et ça veut dire que ça va quand même entraîner beaucoup de choses. Ouais. Et si je peux ajouter, puisque c'est une question de Victor, il y a les marques qui sont la partie émergée de l'iceberg, mais il y a aussi tous les fournisseurs, toute la filière. Et quand on parle de la filière parfum notamment, on a toutes les entreprises de packaging qui travaillent énormément sur tous ces sujets. Tout à fait. Ouais. Les entreprises d'ingrédients aussi, donc, qui formulent les parfums et les formules de soins et maquillage. Et Caroline, je pense que tu es d'accord. Il y a vraiment un vivier de métiers RSE et de métiers à impact dans cette filière, puisque voilà, il y a vraiment énormément d'entreprises engagées sur ces sujets. Oui. Et pour rebondir quand même sur ce que tu disais, Caroline, tout à l'heure, c'est vrai qu'avant, on cherchait un expert du RSE pour monter un vague service au fond du couloir, faire le truc corporate RSE. Maintenant, c'est tous les métiers de la parfumerie qui doivent avoir une compétence RSE. Et donc, c'est très bon signe, je suis très on va y arriver, on va sauver la planète. Ouais. Super, merci beaucoup Caroline. Avec plaisir, merci à vous. Je vous promets, je fais mon max si le dieu d'Internet est avec moi pour diffuser le replay dans la journée. Et nous, on se retrouve à midi avec la société Kantar pour parler de la présence des parfums dans la presse et dans le cœur des Français. Merci Caroline. C'est génial, il y a à peu près 200 personnes à la porte qui n'arrêtent pas de toquer en disant « j'ai pas pu rentrer ». Donc moi, je suis très contente. Merci Luce de ton énergie incroyablement exceptionnelle. Et la semaine prochaine, le prochain talk RSE, c'est donc sur les achats responsables. Vous pouvez vous inscrire sur LinkedIn comme vous avez fait pour ce talk-ci. Et nous aurons le plaisir d'accueillir Juliette Guillemin-Dupuy, qui est experte achat responsable au sein de l'AFNOR. Ouais. Voilà. On va bien s'amuser. Merci Caroline, merci à tous. Merci, bonne journée. Au revoir.